Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. Sans surprise, Vladimir Poutine a été réélu président de la Fédération de Russie, une élection condamnée par l'Union européenne qui impose de nouvelles sanctions en réponse à la mort de l'opposant Alexeï Navalny. 2 ans après le début de l'invasion de l'Ukraine, ces sanctions sont-elles vraiment utiles et efficaces? Élément de réponse dans un instant. Malgré la guerre et les sanctions occidentales, l'homme fort du Kremlin se targue d'un bilan économique flatteur. Comment expliquer la résilience de l'économie russe? Cette croissance tirée par l'effort de guerre est-elle durable? Enfin, comment financer l'aide à l'Ukraine? Ce jeudi, les chefs d'État européens étaient réunis en sommet à Bruxelles. Ils ont mis en avant une solution, utiliser les bénéfices provenant des avoirs gelés de la Russie. Est-ce légal? Faut-il craindre des mesures de rétorsion? Reportage et analyse à suivre. Et pour en parler, je suis entourée de Pascale Johannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, Karl Grécou, économiste au CEPI, co-auteur de la note Russie, sanctions occidentales et échappatoires orientales, David O'Sullivan, envoyé spécial pour la mise en œuvre des sanctions de l'Union européenne à la Commission, et Alexandre Kateb, économiste et président du cabinet The Multipolarity Report. Bonjour à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. En réponse à la mort d'Alexeï Navalny, l'Union européenne a adopté de nouvelles sanctions. Cette fois, elle cible une trentaine de responsables russes. Malgré plusieurs vagues de sanctions, l'économie russe semble tenir le choc. Les précisions de nos confrères de France 2. Gaz, pétrole, les sanctions devaient asphyxier la Russie. Mais 2 ans plus tard, Moscou revendique une croissance insolente, plus 3,6% en 2023. Et Vladimir Poutine de narguer l'Occident. L'année dernière, notre croissance était plus rapide que celle des autres économies du monde. Alors les sanctions ont-elles porté leurs fruits? Moscou, en tout cas, n'a pas vraiment connu de pénurie. Dans les rayons, la plupart des marques occidentales ont tout simplement été remplacées. Au contraire, il y a même plus de trucs qu'avant. Moi, certains vêtements me manquent, les marques de luxe qu'on n'a plus. Le luxe, l'un des secteurs frappés par les sanctions, mais c'est loin d'être le seul. Premier visé, le gaz russe. 75 milliards d'euros d'export l'année qui a précédé la guerre, principalement vers l'Europe, via d'énormes gazoducs. L'UE fait alors une croix sur une partie de ses importations. La Russie se tourne vers d'autres marchés par la mer, mais l'argent du gaz est presque divisé par 2. Côté pétrole, en revanche, la Chine et l'Inde ont parfaitement remplacé les clients européens. L'Inde en a même tiré profit, raffinant le pétrole russe pour le revendre à ses clients de l'Ouest. En s'appuyant sur ses partenaires, la Russie parvient ainsi à contourner les sanctions. Le Kirghizistan, par exemple, importait 5000 voitures coréennes avant la guerre. Il en a acheté 10 fois plus l'année dernière pour les réacheminer vers la Russie. À partir du moment où la Corée exporte ses véhicules, les acquéreurs de ces véhicules sont libres d'en disposer comme ils veulent. Il faudrait que ces pays-là craignent des sanctions secondaires. Et pour l'instant, c'est là où ça bloque. Des sanctions contournées, mais qui ont tout de même pénalisé l'économie russe. Il a été plus difficile, plus coûteux, plus long pour les entreprises russes de s'approvisionner dans des composants qui étaient sanctionnés par les pays occidentaux. Et comme elle n'a pas nécessairement l'industrie capable de se substituer à tout ce qu'elle importe, eh bien nécessairement ça entraîne l'inflation. Ce début d'année, les prix dans les supermarchés russes ont grimpé en moyenne de 7% sur un an. David O'Sullivan, avant d'aborder la question du contournement des sanctions, ce lundi, l'Union européenne a décidé d'imposer de nouvelles mesures à une trentaine de responsables. Leurs avoirs seront gelés et ils ne pourront plus se rendre sur le territoire de l'Union européenne. Cibler ces personnalités, en quoi est-ce efficace ? C'est-à-dire que c'est une réaction, notamment par rapport à la mort de M. Navalny et de la situation extrêmement préoccupante en Russie. Le fait de sanctionner des individus envoie un signal clair, empêche les gens de voyager et rend généralement plus difficile la vie des gens impliqués dans les décisions du régime Poutine. Mais le plus important pour notre reportage d'aujourd'hui, c'est bien sûr les sanctions économiques et leur impact considérable. On va y venir, mais précisément, de nombreuses personnes depuis le début du conflit et même depuis 2014 ont été visées par des
par des sanctions. Selon le magazine Forbes, la Russie compterait 110 milliardaires. C'est 22 de plus qu'en 2022. Parmi eux, certains ont repris pour une bouchée de pain les actifs des groupes occidentaux sur le départ. David O'Sullivan, ces oligarques profitent donc de la situation. Ces sanctions sont-elles contre-productives ? Ils ne sont certainement pas contre-productifs. Les sanctions sur les individus ont un impact, mais je reviens sur le fait que les vraies sanctions, c'est l'impact sur l'économie russe, sur l'accès de la Russie à la technologie avancée et sur la capacité de la Russie de financer et de soutenir cette guerre. Et là-dessus, nos sanctions ont un impact considérable. Mais pour l'heure, on voit bien que les sanctions, elles n'ont pas tari ni les recettes issues du gaz, du pétrole, ni déstabilisé le rouble. Elles n'ont pas permis non plus de stopper la guerre. On peut quand même se poser la question de leur utilité. Il faut voir ça comme une crevaison lente plutôt qu'un pneu éclaté. C'est-à-dire, mais si vous regardez le revenu de l'État russe, il manque 400 milliards d'euros qui existeraient sans les sanctions. Le revenu sur le pétrole a baissé de 30%. Le marché de travail continue des difficultés considérables dues à l'immigration des plus talentueux et un problème créé pour l'autre marché de travail par la conscription des gens dans l'armée. L'investissement est très faible et il y a une cannibalisation de l'économie russe. Prenant de l'argent sur les secteurs productifs tels que les soins de santé, la sécurité sociale, l'éducation, la recherche, et en versant ça sur le militaire. Ce qui donne des chiffres de croissance impressionnants pour cette année, mais comme le dit votre titre, ce n'est pas du tout soutenable. Et l'économie russe est en grande difficulté en réalité. Alexandre Kateb, est-ce que vous partagez cette analyse ? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire que l'économie russe est en grande difficulté. Quand on voit tous les indicateurs qui ont été évoqués, que ce soit les revenus des ménages qui ont augmenté de 20% en termes réels, c'est-à-dire corrigés de l'inflation, quand on voit que le taux de chômage se maintient à un niveau extrêmement faible et que certains secteurs ont connu un boom de productivité et d'investissement qui était sans précédent dans l'histoire post-soviétique du pays. Alors oui, les sanctions en fait ont eu un impact sur les revenus de l'État russe, mais ces revenus étaient gérés de manière très précautionneuse avant l'éclatement de cette guerre. Et donc l'État russe avait finalement les moyens et s'était préparé à ce genre d'éventualité, notamment à travers des fonds souverains qui ont été mis en place et qui ont permis de financer l'effort de guerre. Est-ce que sur le long terme, ces sanctions vont amoindrir le potentiel productif de la Russie? Ça reste à voir, mais en revanche, ce qu'on observe, c'est que sur le court terme, elles ont plutôt dopé et stimulé certains secteurs industriels qui étaient en quasi-stagnation ou en déclin avant la guerre. On va parler de la durabilité ou pas de cette économie russe, mais ce que j'aimerais vous poser comme question, David O'Sullivan, c'est que plusieurs analyses de données maritimes, douanières, ont démontré qu'il y avait un contournement massif de ces sanctions. Est-ce que vous diriez qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire de cibler les pays tiers qui permettent ce contournement ? Mais nous le faisons déjà. Nous avons surtout, nous nous sommes concentrés sur le contournement des sanctions, ce qui concerne les technologies avancées. Et dans nos discussions avec les pays de l'Asie centrale, du Caucase, la Turquie, la Serbie, les Émirats, on a réussi à considérablement diminuer le contournement qui existait auparavant. Donc, y compris la possibilité de lister certaines entreprises dans ces pays qui contribuent au contournement. Donc, je pense que c'est un dosage à trouver entre la négociation, la discussion et la possibilité de pénaliser certaines industries qui continuent à contourner les sanctions. Alors, effectivement, vous le dites, le 13e paquet de mesures, il visait des entreprises chinoises, turques, indiennes qui sont accusées de fournir au Kremlin des technologies militaires. Est-ce que d'autres entreprises vont suivre? Est-ce que, je pense notamment à la Turquie, qui est dans une situation bien particulière, puisque c'est un pays qui ne condamne pas la guerre, mais qui condamne la guerre, mais qui n'applique pas les sanctions, qui importe du gaz russe, du charbon russe, et qui exporte précisément des microprocesseurs, des composants et autres pièces. Est-ce que l'Union européenne envisage de les sanctionner ou de sanctionner des entreprises
turque, comme l'ont fait d'ailleurs les États-Unis? Mais nous avons toujours cette possibilité. Nous sommes en pleine discussion avec la Turquie qui s'est engagée à réduire considérablement le contournement qui existe notamment dans les technologies avancées. On attend de voir les chiffres et les résultats de ces efforts. Mais comme je vous ai dit, on a toujours la possibilité, et on va continuer à l'utiliser, de sanctionner les entreprises que nous identifions comme faisant partie d'un circuit de circonvention, que ce soit en Turquie, que ce soit ailleurs, comme vous avez dit, en Chine, en Kazakhstan. Donc, nous travaillons activement sur une liste de cibles possibles au cas où les interventions gouvernementales ne donnent pas le résultat souhaité. Et concernant, on l'a vu dans le reportage, que le pays a contourné les sanctions en achetant et en déployant une flotte fantôme, les sanctions qui concernent le pétrole. Que peut faire l'Europe face à ces navires fantômes? C'est-à-dire que nous avons déjà limité la possibilité de vendre des navires aux sociétés russes engagées dans cette activité. Les États-Unis notamment et le Royaume-Uni commencent maintenant à sanctionner les vaisseaux individuels, et je vois que plusieurs pays, notamment l'Inde, commencent à hésiter à avoir affaire avec ces vaisseaux. Il y a un gros problème écologique et un risque d'un gros accident écologique si une de ces navires a un problème sur la côte d'un pays, parce que l'assurance pour ces vaisseaux est loin d'être testée. Et donc, je pense que nous avons déjà considérablement réduit l'activité de ces navires, et je constate qu'il y a maintenant un écart de $19 entre le prix du pétrole mondial et le prix du pétrole russe. Donc la Russie obtient déjà moins de retour sur ses exportations qui n'aurait été pas le cas avant. David O'Sullivan, vous avez mentionné l'Inde qui raffine le pétrole russe pour le revendre en Occident. Même question, que faire face à un tel contournement? Mais ce n'est pas un contournement. Il faut se rappeler que nous n'avons pas banni ou sanctionné l'exportation du pétrole russe. Nous avons simplement conditionné cela au respect d'un prix inférieur au prix mondial, c'est-à-dire un cap sur le prix. L'Inde respecte cela. Après, ils font un raffinement et nous l'exportent, mais ils sont prêts à dire que c'est eux qui font les bénéfices et pas l'économie russe. Karl Grécou, malgré les sanctions, la Russie continue de bénéficier de la rente liée au pétrole et au gaz. La Russie s'est trouvée de nouveaux clients en Inde, en Turquie ou en Chine. Est-ce que c'est suffisant pour... Alors le prix est moindre, on l'a dit. Est-ce que c'est suffisant pour remplacer ces anciens clients? Alors c'est une question qui se pose, compte tenu notamment de la barrière pour le prix, le fameux price cap. L'Inde et la Chine fournissent des alternatives significatives qui ont permis de rediriger les flux qui venaient autrefois vers les pays européens, vers ces pays-là, qui par la suite réexportent. Certes, il y a une barrière sur le niveau du prix, ce qui permet à la Russie d'engranger moins de revenus, mais quand même la Russie continue à dégager des profits significatifs. Pascal Joannin, ce recentrage de la Russie, on va dire, vers l'Asie, est-ce que ça vous inquiète? Non. Parce que de toutes les façons, dans la relation qui est en train de s'établir avec la Chine, la Russie est, j'allais dire, le junior partner. Et moi, de là où je suis, je vois ça comme plutôt une vassalisation de la Russie vis-à-vis de la Chine, qui de toutes les façons utilise aujourd'hui la Russie parce qu'elle en a besoin, mais qui la laissera tomber le jour où ses intérêts ne rencontreront plus ceux de la Russie. Alors vous parlez de la Chine, mais il y a aussi la Syrie, l'Iran... Je parle de la Chine, là. Je parle de la Chine parce qu'on a quand même, et d'ailleurs on publie une étude là-dessus lundi, sur les liens russes. Parce que quand vous avez plus l'Ouest, qui est votre partenaire et qui est... vous allez regarder ailleurs. Alors, on peut toujours parler de la Syrie, d'un certain nombre d'États, mais ils ont été obligés de regarder plutôt vers la Chine. La Chine qui... voilà. Et donc, cette relation Russie-Chine, et vous montrez là actuellement à l'image Xi et Poutine, elle se fait un petit peu, j'allais dire, à l'avantage de la Chine. Et la Chine, qui a des problèmes de croissance, qui a des problèmes d'exportation, qui a des problèmes d'un certain nombre de choses, joue aujourd'hui le jeu de la Russie, mais elle n'a pas envie de se couper de l'Europe, parce que l'Europe, c'est un grand marché, parce que c'est aussi un client riche, etc. Donc,
pour l'instant, elle est dans une position où elle donne le sentiment de soutenir la Russie, mais pas jusqu'à ce que ça soit le baiser qui tue. Donc, je ne suis pas certain que Poutine trouve en dehors de l'Europe, et s'il ne trouve plus la Chine, l'Inde joue un jeu qui lui est personnel, mais qui est aussi, il faut voir ça avec la dichotomie Inde-Chine qui est très forte, etc. Et puis vous avez des sanctions qui, on parle de l'État. Bon, alors l'État russe, faut quand même se méfier de ce que c'est. Vous avez quand même des sanctions qui touchent beaucoup d'oligarques, qui se retrouvent aujourd'hui privés de leurs joujoux, de leur possibilité de venir passer des vacances en Europe, d'avoir en effet leurs avoirs. Si ça dure trop longtemps, est-ce que ces oligarques qui soutiennent le régime vont pas le trouver un petit peu aigre et vont pas demander un peu des comptes? Parce que le régime de Poutine ne tient aussi parce qu'il a le soutien en effet d'un certain nombre de gens. Mais si ces gens ne veulent plus le soutenir parce qu'ils perdent un petit peu beaucoup... donc je dirais que c'est pas un jeu à somme nulle pour l'instant. L'efficacité, comme l'a dit David O'Sullivan, c'est pas un pneu éclaté et on s'arrête brusquement. C'est quelque chose qui a une durée. Et le choix qu'a fait la Russie d'agresser l'Ukraine, et donc de se couper d'une partie de certains de ses clients les meilleurs, fatalement, ça lui pose des problèmes. Alors peut-être pas aussi grand qu'on espérait au départ. Est-ce qu'on a sous-estimé justement la capacité économique de la Russie ? La Russie aujourd'hui, excusez-moi, c'est un pays qui a besoin d'armes. Où est-ce qu'elle se fournit? Elle se fournit auprès de la Corée du Nord. La Corée du Nord, l'Iran, la Syrie. Il y a un problème aussi dans le complexe militaro-industriel russe de ne pas avoir la capacité en propre, quand bien même ils auraient anticipé l'attaque russe, de pouvoir bénéficier en effet de toutes les armes dont ils ont besoin. Alexandre Kateb. Sur le volet militaire, je ne suis pas sûr que si en France, demain, il y avait une guerre, on ait tous les stocks de munitions nécessaires. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Par contre, ce qu'on observe, c'est effectivement, comme ça a été dit, une réorientation vers l'Est, vers la Chine notamment. C'est vrai que la Russie est un partenaire junior dans cette coalition, dans cette alliance, mais quelque part, elle est lucide là-dessus. Elle est très lucide sur ce positionnement. Et d'un autre côté, elle sait que la Chine a besoin d'elle. Pourquoi? Parce que la Chine, aujourd'hui, se sent menacée, assaillie de toutes parts, elle aussi. Demain, peut-être, ce sera la Chine, la prochaine, sur la liste des sanctions occidentales, s'il y a un conflit à Taïwan ou autre. Et donc, la Chine est très, très contente d'avoir un interground eurasiatique avec la Russie, qui lui procure ses matières premières, notamment si les routes maritimes étaient coupées. Donc, c'est une interdépendance entre ces deux pays qui savent très bien jouer leur jeu. Et là où je suis d'accord avec Pascal Johannin, c'est que ces alliances peuvent se renverser à un moment donné. Mais peut-être parce que, justement, aux États-Unis, si on est à l'élection de Donald Trump, imaginons demain, celui-ci va se rapprocher de la Russie pour, justement, l'éloigner de la Chine. Et donc, là, en fait, ça sera un renversement de tendance, comme ça a été le cas plusieurs fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré les sanctions, on a vu que la ville de Moscou, dans le reportage, elle n'a pas connu de pénurie. Les marques occidentales ont disparu, mais elles ont été remplacées par d'autres. Karl Grécou, finalement, est-ce que ça n'est pas l'Inde, la Turquie, la Chine, on vient d'en parler, qui profitent de ce retrait occidental? Alors tout à fait, hein. La Chine, l'Inde, la Turquie et plusieurs pays d'Europe, d'Asie centrale et du Caucase tirent un certain bénéfice au passage, ne serait-ce que par les mécanismes de contournement ou tout simplement en substituant leur production nationale aux produits européens. Et est-ce que ces nouveaux fournisseurs compensent-ils en partie ou complètement les importations européennes, les anciennes importations européennes? Alors c'est là qu'il faut nuancer un peu plus les choses sur le cadre d'analyse de l'efficacité des sanctions. Déjà nuancer l'objectif des sanctions, ça a été rappelé par Mme Johannin. Les sanctions, de manière très prosaïque, visaient à frapper la Russie au portefeuille, donc alourdir considérablement l'effort de guerre et nuire à sa capacité industrielle en lien avec sa capacité militaire. Il faut également nuancer l'analyse de l'efficacité de ces sanctions-là. Pour certains produits, les sanctions sont très efficaces et le restaurant. C'est notamment le cas pour tous les différents produits qui portent sur la navigation aérienne et spatiale, où là, les pays occidentaux sont en position de monopole et la Chine n'arrive pas à compenser. La Chine même, dans son secteur aéronautique, dépend des pays européens, des pays occidentaux. Mais pour d'autres produits, naturellement, les sanctions sont moins efficaces, mais ont quand même un coût.
Donc, oui, c'est toujours plus cher. C'est toujours plus cher. Donc l'effet initial des sanctions n'est pas intégralement là où on l'attendait, mais il existe quand même, il est beaucoup plus diffus dans l'économie russe. Alors ce vendredi, la Commission européenne a proposé de taxer certaines importations agricoles russes et biélorusses. Le but, c'est de limiter les revenus de Moscou, rassurer les agriculteurs européens sans perturber l'approvisionnement mondial. Alexandre Kateb, est-ce de nature à fragiliser la Russie et la Biélorussie ? Écoutez, je crois que c'est des sanctions qui sont relativement symboliques parce que ces exportations avaient déjà énormément baissé depuis 2 ans. Ça représente 1% des importations de blé de l'Union européenne, donc c'est relativement négligeable. En revanche, ce qui a très fortement augmenté, c'est les importations de céréales européennes depuis l'Ukraine. Donc s'il y a des manifestations d'agriculteurs dans différents pays de l'Union européenne, y compris en Pologne et d'autres pays frontaliers, c'est plutôt lié aux importations depuis l'Ukraine. Voilà, ça c'est sur le plan économique. Après, sur le plan politique, je comprends que c'est une mesure qui a été prise dans le cadre de ce processus de sanctions. David O'Sullivan, peut-être une réaction sur cet effet collatéral de ces céréales ukrainiennes qui sont importées massivement vers l'Union européenne? Massivement, je ne sais pas. Est-ce que cela a vraiment perturbé les marchés? C'est une question à poser, mais nous sommes en train de voir comment on peut mieux gérer ça pour éviter des grandes perturbations. Mais il faut dire que c'est une source de revenus important pour les Ukrainiennes qui souffrent énormément sur d'autres fronts. Donc, c'est aussi une certaine marque de solidarité, mais c'est vrai, dans la mesure où cela perturbe nos marchés et crée des difficultés pour les agriculteurs, il faut y faire attention et il faut y remédier. Mais je pense que je veux revenir quand même sur le point fondamental. En Russie, les revenus baissent, les dépenses militaires augmentent, ils sont obligés de puiser sur les ressources dans les domaines productifs, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit l'argent réservé pour les choses importantes telles que l'éducation et les soins de santé, et l'inflation augmente, le taux d'intérêt est 16%. Donc vraiment, objectivement, regarder cette économie, il est difficile de dire qu'elle est en bon état et qu'elle ne va pas vers une crise tôt ou tard. Peut-être plutôt tard que tôt, mais c'est pour moi presque inévitable vu la direction du voyage. On va précisément regarder ces chiffres. On en vient à notre deuxième partie. Alors qu'il a remporté un 5e mandat, Vladimir Poutine place une grande partie de l'économie du pays sur le pied de guerre. De quoi relancer la machine. Les précisions de nos confrères de France 2. Eux ne semblent jamais à court de munitions. Sur le front, la Russie tire chaque jour 4 à 5 fois plus d'obus que l'Ukraine. Et malgré les pertes, le rythme ne ralentit pas. Et pour cause. Vladimir Poutine a tourné toute l'économie russe vers la guerre. Selon le Kremlin, 30% des dépenses fédérales sont désormais consacrées à l'industrie de défense, soit 7,5% du PIB russe. Ce jour-là, le président visite la plus grande usine de chars du pays. Nous sommes un des premiers à avoir mis en place le travail 24 heures sur 24. On a augmenté la production et on est prêt à tenir à ce rythme tant qu'il faudra. Nous avons une armée de travailleurs. Rien qu'au cours des 18 derniers mois, 520 000 nouveaux postes ont été créés dans l'industrie de la défense. Plus d'1 demi-million de nouveaux emplois. L'effort de guerre se fait à marche forcée. Ce décret a été publié en août 2022. Désormais, dans l'industrie de défense, les employeurs peuvent faire travailler leurs salariés sans leur consentement pour des heures supplémentaires, quel que soit le jour de l'année. Pour attirer toujours plus de main-d'œuvre, les salaires des ouvriers ont drastiquement augmenté. Ce sont les gagnants de cette économie de guerre. Dis-moi combien tu gagnes. Environ 3 000 €. La production de certaines armes a été multipliée par 10 en 2 ans. Selon les services de renseignement de l'OTAN, la Russie a la capacité de sortir 3 millions de munitions d'artillerie par an. L'Europe et les États-Unis, eux, ne peuvent ensemble en fournir qu'1,2 million maximum à Kiev. Mais difficile de savoir combien de temps la Russie va pouvoir tenir ainsi. Les contraintes liées à la disponibilité de la main-d'œuvre, mais aussi à la disponibilité des matières premières, vont se faire sentir à un moment ou à un autre sur ces industries aussi. D'après les dernières estimations, cet effort de guerre reste aujourd'hui insuffisant pour permettre à l'armée russe de prendre un avantage décisif dans le conflit.
On poursuit avec les chiffres. Après une année de récession en 2022, le Kremlin revendique 3,6% de croissance l'an passé. Le Fonds monétaire international parle, lui, de 3%. Et un demi-point devant les États-Unis et 6 fois la croissance européenne. Pour 2024, le FMI a relevé sa prévision pour la Russie à 2,6%, là où l'Union européenne plafonnerait à 0,9%. David O'Sullivan, Vladimir Poutine a-t-il raison? La Russie croît plus vite que l'Europe, qui souffre, on le sait, de la hausse des prix, de l'énergie et d'un marasme industriel. L'Europe a-t-elle perdu la bataille économique? Absolument pas. On peut toujours choisir ses chiffres quand on veut décrire une économie. Et c'est vrai, le taux de croissance en Russie est ce qu'elle est. Mais il faut voir ce qui est derrière. C'est insoutenable. C'est les dépenses militaires qui prennent la place, qui poussent cette augmentation. Mais ils puisent sur les ressources dans d'autres domaines qui sont le secteur productif, qui sont la base d'une économie du futur. Et c'est ça qui rend cette croissance, à mon avis, insoutenable. Je répète, il faut regarder les chiffres de base de l'économie et ils sont tous en très mauvais état. Donc, les seuls chiffres de croissance ne démontrent pas du tout le vrai impact des sanctions ni le vrai état de l'économie russe. Et je pense que tout le monde s'accorde là-dessus. On va parler notamment d'autres chiffres après. Je voudrais faire réagir nos économistes. Cette croissance qu'on l'a vu, qui est basée notamment sur les revenus pétroliers ou sur la relance de la machine militaire, est-ce qu'elle est durable, viable ? Il faut dire que cette croissance de 3%, déjà, ça vient après une année de décroissance. Donc c'est normal qu'il y ait un rebond. Personne ne pensait que ce rebond allait être aussi important. Mais ça, c'est le résultat, effectivement, des dépenses... Et à comparer avec une situation européenne qui n'est pas facile en ce moment. Et on pense notamment à l'Allemagne, qui est la locomotive européenne. Mais finalement, pour des raisons assez différentes, parce qu'en Russie, il y a eu ces dépenses publiques qui ont été mises en place, justement, pour contrer l'effet récessionniste des sanctions. Et c'est ça qui a permis de relever l'économie russe, sauf que ça a recréé de l'inflation. La Banque centrale de Russie a été obligée de remonter ses taux de manière assez significative en 2023, et l'inflation recule, mais à un rythme qui est encore insuffisant. Donc on ne peut pas dire que l'économie russe est au zénith, et on peut effectivement anticiper un retournement peut-être vers une récession dans les mois et les semestres à venir, mais elle part d'une base relativement solide en termes de chômage et en termes de revenus des ménages. Karl Grécou, peut-être une réaction là-dessus, et peut-être aussi, est-ce que la Russie, elle néglige par là même d'autres secteurs? Est-ce qu'elle ne diversifie pas assez son économie? Alors c'est là tout l'enjeu. Mais je voudrais d'abord rebondir sur la comparaison pays européens et Russie. C'est complètement aberrant, parce qu'on ne peut pas comparer les régimes de croissance d'un pays en développement et les régimes de croissance d'un pays avancé. Un pays en développement ou un pays émergent a nécessairement, structurellement, un taux de croissance qui doit être beaucoup plus important. Et c'est là, en réalité, le nœud de la question. À court terme, on peut avoir tous les chiffres qu'on veut, on ne pourra rien dire. Ou alors une chose et son contraire. Ce qui va compter, c'est la dynamique de la croissance de la Russie à long terme. Est-ce que, dans le long terme, la Russie va dévier de sa trajectoire de croissance d'avant la guerre? On a déjà des chiffres. Le FMI avance pour 2023 un écart de croissance de 4,9%. À l'horizon 2026, ce sera 7%. Mais ces chiffres sont déjà bien importants. Mais ce qu'il faut prendre, c'est l'effet cumulé. Donc, d'ici, entre 2022 et 2026, en cumulé, on est entre 25 et 30% de régime de croissance en moins. Donc, c'est un effet significatif. Et tout l'enjeu dans le long terme pour la Russie, pour éviter ce décrochage-là, sera justement d'investir dans les secteurs productifs pour recréer de la richesse, doper un peu les facteurs de croissance endogènes. Et est-ce qu'elle peut se passer des technologies occidentales? C'est difficile pour elle. C'est difficile pour elle parce qu'elle a tout misé, elle avait tout misé sur ce qu'était l'énergie. Alors c'est vrai que c'est un immense pays avec énormément de ressources et qu'on se dit que malgré ça, elle n'a pas plus, parce que c'est ça aussi la réalité de l'économie russe, c'est qu'avec tout ce qu'elle a en richesse de sous-sol, or avec le choix de l'économie centré sur l'énergie et les problèmes qui sont en effet les sanctions, et puis aujourd'hui les dépenses militaires, on a en effet un miroir qui est un peu biaisé et qui ne donne pas une juste réalité. Et puis on a la production en effet de ces armes parce qu'il y a l'économie de guerre. Là aujourd'hui on a l'impression que sur le terrain c'est un peu gelé, les avancées militaires sont vraiment réduites à portion congrue. On a l'impression que et l'armée ukrainienne et l'armée russe sont en train de reconstituer leurs forces pour être prêtes après l'hiver à investir le terrain. Mais on voit bien qu'ils ont fait un effort de production.
Ceci étant dit, dans le dernier classement et pour la première fois, ils étaient numéro 2 en exportation. On voit bien que les sanctions ont leur effet puisqu'ils se sont fait doubler par la France sur le podium pour l'année 2023 selon l'Institut de Stockholm qui est suédois et qui n'est pas Alexandre critiquable Kateb, sur ce plan-là. Vous aviez commencé à mentionner tout à l'heure d'autres points noirs de l'économie russe. Vous avez parlé de l'inflation. Il y a aussi les taux d'emprunt qui sont élevés, 16%. Sont élevés autour de 16% aujourd'hui. C'est 2 fois l'objectif de la Banque centrale russe. Oui, tout à fait, parce qu'il y a eu cette remontée de l'inflation en 2023. Donc on peut dire que l'économie russe est aujourd'hui dans une situation de surchauffe. Elle est probablement au-dessus de son potentiel productif. Là où, en revanche, il y a des points positifs qui sont insuffisamment soulignés, c'est que ces dépenses, notamment dans le secteur militaire, ont eu aussi un impact dans l'industrie au-delà du seul secteur militaire. Est-ce que cet impact est durable et est-ce qu'il va permettre de renverser une tendance qui était celle de déclin de l'industrie russe depuis 20 ans? Ça, c'est quelque chose qui sera intéressant de noter, même si derrière, effectivement, il y a ce poids des sanctions et de tout cet environnement négatif qui peut aussi peser sur cette économie. Il y a un autre risque peut-être que vous n'avez pas mentionné, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Avec une démographie déclinante, la fuite des cerveaux à l'étranger ou la fuite des bras sur le front. Est-ce que finalement la démographie, ça n'est pas le talon d'Achille de la Russie? Alors la démographie, c'est une force qui joue vraiment dans le long terme. À court terme, je pense que la Russie, on l'a déjà vu, elle a réussi à trouver de la main-d'œuvre à envoyer sur le front. Donc je pense qu'elle pourra quand même puiser dans un stock de personnes sans emploi pour ses besoins industriels. Donc ouais, on a vu que tous les indicateurs n'étaient pas au vert. Utiliser les bénéfices provenant des avoirs gelés de la Russie dans l'Union européenne pour armer l'Ukraine, les dirigeants européens y sont favorables. Quels montants sont en jeu et avec quelles conséquences? Les précisions d'Alexandra Quarini et Elisa Hermet. Des armes pour l'Ukraine grâce à de l'argent russe, c'est le plan présenté par l'Union européenne ce mercredi. La proposition, soumise aux États membres, utiliser les bénéfices générés par les avoirs russes. J'espère que nous pourrons bientôt parvenir à un accord et transformer les billets de banque en armes, car vos soldats ne se battent pas avec des billets de banque. Après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Moscou en 2022, ce sont près de 210 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale russe qui ont été gelés. Des avoirs aujourd'hui détenus dans différentes monnaies de l'Union européenne. Le montant total qui pourra servir à l'Ukraine dépendra des taux d'intérêt mondiaux. Mais selon les premiers calculs, il devrait avoisiner les 3 milliards d'euros par an. Sur cette somme, 90% serviront à acheter des armes et les 10% restants à redresser et reconstruire le pays. Le Premier ministre ukrainien a exprimé sa gratitude, mais en demande davantage. Nous insistons sur la confiscation totale ou l'utilisation de tous les avoirs gelés. Je veux dire l'ensemble des avoirs russes gelés. La Russie n'a pas tardé à réagir. C'est du banditisme pur et simple, du vol. Ces actions constituent une violation flagrante et sans précédent des normes internationales fondamentales. Moscou menace l'Union européenne de poursuites judiciaires sur des décennies si le projet est approuvé. Mais pas de quoi inquiéter les responsables européens, pour qui le plan est juridiquement sûr. David O'Sullivan, première question, saisir les intérêts des avoirs russes, est-ce que c'est légal ? On ne vous entend plus. Ah, ça y est, on vous entend. Allez-y. Ah, excusez-moi. Est-ce que c'est légal? Je vous repose la question. Oui, vous m'entendez? Très bien. OK. Oui, parce que on parle actuellement des bénéfices artificiels qui ont été accrus sur les sécurités russes tenues par une société en Belgique. Donc, c'est de l'argent qui n'est pas de toute façon, qui n'appartiennent pas aux Russes. C'est des bénéfices artificiels. C'est quoi les bénéfices artificiels, pardon? C'est-à-dire, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ce n'est pas les intérêts, c'est le fait qu'avoir des sécurités qui vient à l'échéance, qui sont réinvesties, et la société qui gère ça fait des bénéfices à côté. Et donc, c'est cet argent-là que nous puisons dans les cas actuels choses. Autre question, c'est quoi faire du capital. Et d'ailleurs, ces 210
210 milliards en Europe, mais c'est 300 milliards globalement, y compris aux États-Unis, au Japon et ailleurs. Et ça, c'est une toute autre question dont la question juridique est beaucoup plus difficile. Mais pour l'argent en question, nous n'avons aucun doute sur la légalité de l'action et sur l'importance de donner cet argent rapidement aux Ukrainiens qui ont surtout besoin d'armes et d'assistance militaire immédiatement. Pour autant, Moscou a immédiatement protesté en menaçant l'Europe de représailles. David O'Sullivan, à quoi faut-il s'attendre ? J'ai aucune idée. Les représailles, c'est déjà la guerre. Hein. Donc, je pense que c'est pas étonnant qu'ils réagissent de cette façon. Mais l'important, c'est que nous puissions faciliter la livraison d'armement rapidement à l'Ukraine, qui en a impérativement besoin avec tout ce qu'il souffre tous les jours. Alexandre Kateb, je vous voyais réagir. Oui, non, je pense que David O'Sullivan a raison sur le caractère légal de ces actions, parce qu'en effet, ce sont des profits réalisés par une société privée, en l'occurrence Euroclear, sur ces avoirs qui ont été placés sous séquestre. Maintenant, si on va au-delà et qu'on s'attaque au capital ou au principal de ces avoirs, c'est une autre discussion. Parce que là, ça veut dire quelque part... Mais c'est d'autres sommes déjà. C'est d'autres sommes. Et puis surtout, ça veut dire quelque part que ça équivaudrait à un défaut de certains pays européens sur leur dette vis-à-vis de la Russie. Parce que ces avoirs sont en grande partie des obligations de l'État allemand, de l'État français et d'autres États européens. Et donc là, il pourrait y avoir une bataille juridique, effectivement engagée par la Russie auprès des juridictions internationales pour contester ce qui s'apparenterait à un défaut ou à une confiscation de ces avoirs qui est en fait illégal sur le plan du droit international. Et David O'Sullivan, parmi les représailles, est-ce qu'on peut imaginer une reprise en main à bon compte des actifs qui ont été laissés, des entreprises par exemple européennes dont les dirigeants ont dû partir ? Mais la Russie fait cela déjà. Hein. Ils rendent presque. Donc c'est déjà un jeu. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça vous inspire ? Parce que on a appris, selon l'agence Reuters, que des modèles SUV de Peugeot de Citroën en l'occurrence, continuent de sortir de l'usine de la banlieue de Moscou, de Kalouga, et ce malgré l'arrêt de la production des Citroën en Russie. Et ce sont des modèles qui seraient fabriqués à partir de kits venant de Dongfeng, l'ancien partenaire chinois de Peugeot Citroën. Stellantis dit qu'il n'est pas au courant. Qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que c'est un autre type d'importation parallèle contre lesquelles finalement les sanctions ne peuvent pas grand-chose ? Bon, ça démontre que la Russie n'est pas un pays de droit. C'est-à-dire que de toute façon, nous sommes dans une situation où la Russie ne respecte plus le droit international et donc il faut s'attendre à ce type d'activité. C'est le résultat inévitable du conflit. Ce que je veux dire, c'est sur vraiment l'efficacité des sanctions, puisqu'il y a eu des précédents en Iran où on a vu des voitures Peugeot qui continuaient à être produites après le départ du constructeur. Est-ce que finalement, si on regarde pas seulement le cas de la Russie, mais les sanctions vers d'autres pays, on pense à l'Iran, à la Corée du Nord, est-ce que finalement c'est efficace ? Non, mais je pense qu'il y a toujours des exemples, des effets pervers, mais il faut toujours regarder l'impact global et l'effet des sanctions et l'objectif que nous recherchons. Donc, c'est comme le contournement. Je dis toujours, il y aura toujours du contournement dès qu'il y a des sanctions. L'important, c'est de le rendre plus difficile, plus cher et plus compliqué de faire le contournement. Et c'est ça que nous faisons tous les jours pour assurer un meilleur impact. Mais il y aura toujours des effets un peu pervers et des résultats non directement souhaités. Mais c'est le prix à payer pour imposer des sanctions en retour d'une agression et d'un comportement tout à fait inacceptable. Donc il faut accepter aussi que nous allons certainement aussi payer un prix en partie pour cet effort. Mais on restera sur ce mot de la fin et on vous réinvitera pour tirer un bilan de ces sanctions et peut-être des mesures de rétorsion prises par Moscou. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.